Quand on est informé par ce qui se fait de beau et de bien sur la Terre, on s'élève en vibration. On se nourrit à une information qui nous fait du bien. La liberté, c'est vraiment un des grands moteurs de mon existence. Moi, je propose un média pour rester des esprits libres, par l'exemplarité et l'inspiration. J'ai fait 15 ans d'humanitaire dans des pays en guerre et même au cœur des conflits armés, j'ai pu percevoir la beauté. Et si chaque matin nous nous levions avec une actualité différente, positive et pleine d'espoir? Et si la joie pouvait en être le levier? Dans un quotidien noyé sous des nouvelles tourmentées, nous sommes nombreux à espérer une information qui nous élève, nous grandit. C'est ce qui nous a conduit à rencontrer Isabelle Bourgeois. Journaliste de métier, s'est armée de sa joie authentique, d'une spiritualité éveillée et d'un profond discernement qu'Isabelle nous propose un journalisme qui ne fuit pas les ombres mais en extrait la lumière, qui ne cherche pas à choquer mais à inspirer, qui ne cherche pas à diviser mais à rassembler. Elle s'investit pleinement à sonder le réel, autant pour dénoncer les injustices que pour dénicher les beautés de ce monde et nous les partager avec la joie qui la caractérise. Depuis toute petite, je pose un regard sur le monde qui, de manière très naturelle, l'embellit. On m'a toujours dit que j'étais un clown, j'adore énormément rire et plaisanter de tout. J'ai beaucoup d'autodérision, je suis la première à me moquer de moi toute la journée. Cette posture du clown m'a permise de traverser des épreuves dans mon enfance et de porter un regard détaché et humoristique, même sur la gravité du monde. C'est comme une rivière souterraine, en fait, qui me traverse en permanence et que j'appelle la joie. La joie de vivre, c'est quelque part un décret divin commun à toute l'humanité que nous portons tous en nous. Je suis absolument convaincue que atteindre cette joie intérieure est accessible à chacun. Mais ça demande un effort quotidien de mettre de la conscience sur les obstacles entre cette joie et nous autres. J'ai grandi dans un château en Suisse et un peu à l'image de Siddhartha, mais toute proportion gardée bien évidemment. Eh bien, j'ai quitté ce monde d'aisance et de sécurité matérielle avec mon petit baluchon sur le dos pour me lancer dans le monde, partir à la rencontre des hommes et des femmes de ce monde. Et c'est comme ça que je suis devenue journaliste, en fait, par envie de relayer leur beauté que j'aurais jamais trouvée derrière les 4 murs de mon château d'enfance. Pour moi, le voyage est fondamental dans mon métier de journaliste parce qu'il permet le mouvement physique, le mouvement du corps, mais le mouvement de l'esprit aussi. Quand on bouge, quand on voyage, eh bien, on se remet tout le temps en question.
ce mouvement est générateur de vie, d'humilité, d'inspiration. Je pense que le voyage commence à partir du moment où on claque la porte de chez soi et qu'on ouvre les bras à la vie et à ce qui va se présenter à soi dans la journée. Même si je fais un travail routinier depuis une dizaine d'années, tout dépend de son état d'esprit. Si on décide de poser un regard sur le quotidien avec l'émerveillement du nouveau-né qui découvre le monde pour la première fois, eh ben, tout devient rencontre et tout devient magie. Personnellement, je crois que ma joie vient aussi du fait que je suis en permanence au téléphone avec cette intelligence de vie qui est à l'œuvre en permanence et qui se présente à moi ou cherche à me transmettre ses messages ou ses directives de manière très claire. Alors on appelle cela la synchronicité par exemple, des signes que l'univers nous envoie à droite à gauche. Quand quelque chose vient entraver ce que j'ai prévu de faire dans mon travail ou dans ma journée, eh bien je me laisse faire. Que ça soit un embouteillage, que ça soit un contretemps, que ça soit une inondation ou n'importe quoi, au lieu de ronchonner, de me dire mais pourquoi je vais être en retard et puis finalement je ne vais pas pouvoir aller à mon rendez-vous, je me dis d'office quelque chose de meilleur ou de plus juste pour moi va se réaliser. Parce que pour moi, une des principales sources de souffrance, c'est la résistance. C'est de résister à ce que la vie essaye de déverrouiller en soi. En anglais, on dit « to surrender ». Et je trouve que c'est un mot, un verbe tellement beau. C'est s'incliner devant ce qui est, sans se résigner. Parce que ça aussi, quand on se résigne contre ses valeurs, contre l'envie de se faire respecter ou contre sa dignité, c'est pas juste non plus. J'aimerais vous donner un exemple d'une épreuve que j'ai réussi à surmonter et qui m'a permis de transformer mon plomb en or. Mon papa, quand j'avais 12 ans, a été pris en otage en Colombie. Il était ambassadeur de Suisse. Et puis, Dieu soit loué, il a été relâché 2 mois plus tard, le jour de mon anniversaire. 30 ans plus tard, je participe à la première marche mondiale pour la paix et la non-violence, un parcours de 150 000 km à travers la planète. J'ai traversé 76 pays en 3 mois, comme porte-parole pour les médias internationaux. Et en Colombie, l'organisateur de la marche mondiale me dit « Isabelle, dis donc, je crois bien qu'il y a ici un ancien du groupe M19, qui était donc le groupe de guerrilleros, qui avait pris en otage mon papa. Et il se trouve que cet ancien guerrilleros s'est reconverti en politicien non violent. Et c'est le gouverneur de la province de Nariño qui accueille aujourd'hui la marche mondiale pour la paix. » Et il me dit « Est-ce que tu veux le rencontrer ?» Et là, je me suis dit « Isabelle, tu veux continuer à représenter la paix en sortant tes banderoles? Ou bien est-ce que tu veux maintenant saisir cette opportunité pour incarner cette paix en rencontrant ce monsieur ?» Et là, j'avoue que j'ai vécu une expérience presque mystique. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous fait, là, ici et maintenant, d'être en face de moi. Et à ce moment-là, il est descendu dans son cœur, ce monsieur, et il m'a dit « Écoutez, j'aimerais vous demander pardon, parce que je vois bien combien vous êtes bouleversés. Moi, j'avais déjà des cascades sur les joues. » Alors là, c'était fini. Je l'ai pris dans mes bras. Toutes les étiquettes se sont dissoutes. Il n'y avait plus de gentils, de méchants, de Colombiens, de Suissesses, de journalistes. On était un dans cette étreinte. J'ai réussi à incarner ma marche pour la paix.
Je suis convaincue aujourd'hui que cette prise d'otage de mon père quand j'avais 12 ans a conditionné une grande partie de mon existence. C'est probablement pour ça que j'ai postulé à la Croix-Rouge internationale, au CICR, puisque c'est le CICR qui amenait la nourriture aux otages en Colombie, à Bogota, en 1984. J'ai démarré très jeune dans la profession. Déjà à 23 ans, j'étais stagiaire pour la Tribune de Genève. Et puis après, pendant 10 ans, j'ai travaillé pour la presse romande, la presse écrite, la télévision. Et en étant journaliste au sein des médias conventionnels, comme on dit, je me suis rendu compte assez tôt qu'il y avait un décalage entre ce dont j'étais témoin sur le terrain et ce qu'on voulait que je raconte ou que je transmette ou que je partage. Et puis avec la maturité et les années, et en particulier en travaillant plus tard dans des contextes de guerre, au sein de la Croix-Rouge internationale, eh bien, précisément en Irak ou en Iran, j'étais en Irak en 2003, pendant la guerre en Irak. Et là, alors que j'étais au cœur même du conflit, témoin de tout ce qui se passait, eh bien, je voyais beaucoup plus d'élan de solidarité, de belles choses, de gestes et d'actions profondément humaines. Mais par contre, quand j'allumais mon poste de télévision le soir à la résidence, TF1 racontait que les horreurs. Alors, bien sûr que les horreurs y étaient, c'est une réalité, mais il n'y a pas que celle-là. Il y avait aussi, de manière très équivalente d'ailleurs, beaucoup de grandeur et d'entraide, de courage. Et je me suis dit, mais c'est quand même étrange, il y a une forme de manipulation des consciences par omission de ce qui se fait de bien. Et depuis ce jour-là, c'était le déclic. J'ai décidé de quitter la presse conventionnelle pour me lancer dans mon propre journalisme par l'exemplarité et l'inspiration. C'est-à-dire en mettant ma focale sur des belles actions, des humains qui honorent l'humanité, qui nous donnent envie de les ressembler. Parce que pour moi, c'est ça la mission du journaliste, c'est de nous rendre meilleurs en proposant un contenu qui nous permette de nous dépasser dans nos peurs, dans nos croyances, dans nos conditionnements. Moins attractif que celui-ci. Rien à voir. Ce qu'on appelle les habilleuses, celles qui se situent. Après avoir frappé à la porte de plusieurs médias pour leur proposer des chroniques joyeuses, inspirantes, sur des gens qui se dépassent, qui surmontent leur deuil ou leurs problématiques, eh bien, on m'a partout fermé la porte au nez en me disant Isabelle, une bonne nouvelle, nous, ça ne nous intéresse pas parce que ce n'est pas de l'info. Donc j'ai décidé de finalement proposer ce journalisme par moi-même, sans passer par les médias. Et donc en 2018, j'ai acheté un vieux camping-car de 1993 que j'ai baptisé Bigoudi, avec lequel je suis partie une année à travers toute l'Europe, avec ma caméra, mes crayons et mon micro, à la rencontre de gens ordinaires, extraordinaires. Des gens inspirants, des gens qui vivent des rêves fous, mais dont personne ne parle et que des médias ne vont jamais chercher. Et donc, j'ai fait ça bénévolement. Ça fait l'objet d'un livre et d'un film, La route de la joie, qu'on peut découvrir gratuitement sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, que ce journalisme puisse rassembler les gens au lieu de cultiver la division et la haine. Ma boussole, c'est le cœur et la joie. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas professionnel et qu'on ne va pas en profondeur dans le traitement de l'actualité. Je dirais bien au contraire. C'est pour ça que c'est tellement important de soutenir des médias indépendants, parce que nous ne servons que notre vérité intérieure, notre authenticité, et en tout cas en ce qui me concerne,
la volonté profonde et sincère de servir la vérité, la justice, la paix, évidemment. Et puis, les lecteurs en demande de comprendre le monde sur un plan holistique, global, multidimensionnel, et sans aucun agenda politique. Moi, je suis totalement apolitique. Je ne sers aucun parti, sinon celui du cœur. Ça peut paraître un peu bisounours, mais c'est le cas. Je pense qu'il y a 3 vecteurs de peur à travers ce journalisme anxiogène. Le premier facteur, c'est une forme de biais cognitif au sein de la presse et au sein des journalistes qui ont la croyance qu'une bonne nouvelle n'est pas une nouvelle et qu'on est un journaliste sérieux et crédible que si on ne montre que les horreurs du monde. Un deuxième vecteur pour expliquer cette peur générée, ou en tout cas traitée en priorité par les médias, c'est aussi soit l'ignorance, soit la peur des journalistes eux-mêmes de traiter les événements du monde de manière trop positive, au risque d'être stigmatisés par leur rédaction et puis surtout de perdre leur emploi. Et puis une autre raison, c'est que les 3/4 des médias conventionnels aujourd'hui appartiennent à une poignée de multimillionnaires ou milliardaires qui se servent des médias uniquement comme un bras communicationnel qui sert leurs propres intérêts, qui ne va pas dans le sens de l'intérêt du peuple. Et il y a une quatrième, du coup, qui est une source plus, on va dire, de mon point de vue, c'est un 4e niveau de lecture. Celui-ci, il est plus spirituel. Mais ça, c'est une théorie. Je pense qu'on a quand même affaire aujourd'hui à une tentative d'asservissement de l'humanité par la peur, qui est orchestrée collectivement à tous les niveaux de la société, que ce soit les médias, que ce soit la politique, la santé. Cette peur, on cherche à la distiller un peu partout pour nous contrôler. La première information, c'est celle qui se vit ici et maintenant, autour de soi. Les amis, la famille, nos activités quotidiennes, nos interactions avec notre collègue, notre maman, notre chien. Et surtout, c'est la seule information réelle. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec les manipulations par l'image, les manipulations par le texte, tout ce qui n'est pas dans notre périphérie directe est discutable. Deuxièmement, effectivement, c'est de s'informer à des canaux que vous considérez ou que nous considérons fiables. Moi, par exemple, je n'écoute plus les médias mainstream, je n'écoute plus l'intelligence romande, je n'écoute plus aucune chaîne française, je dirais, de grand public. Et je vais cibler les réseaux sociaux ou les médias d'information que je considère sérieux et crédibles et qui sourcent énormément leurs informations, qui sont des informations de première main. Si on est totalement focusé sur des canaux anxiogènes, faits divers une nouvelle fois et catastrophistes, il ne faut pas s'étonner que vous soyez entouré de contrariétés, d'événements malheureux, d'incidents, de déceptions, de ruptures, que sais-je. Par contre, si on met son attention sur des canaux d'information
qui contribue à élargir notre conscience, à élargir ou à affûter notre sens du discernement d'une vraie information, d'une fausse information, eh bien, on revient à cet espace de liberté, de souveraineté et de créativité par rapport à l'existence que nous souhaitons avoir pour nous-mêmes. J'essaie vraiment de proposer une actualité qui est à la fois engagée, ça c'est clair, que je m'engage pour des valeurs de liberté, de souveraineté, de vérité, de justice, mais en même temps, je me mets dans la peau de ceux qui ont une autre vision du monde et de l'actualité que je traite, de sorte à ce que tout le monde y trouve son compte quelque part. Mais ça n'a rien à voir avec la neutralité, c'est une actualité clairement engagée, mais selon plusieurs angles de lecture. Bien sûr que mon travail est subjectif, mais finalement, qu'est-ce qui n'est pas subjectif? Tout ce que l'on vit, tout ce que l'on accomplit part de sa propre histoire. Et c'est ça qui rend la vie tellement passionnante. Tout le monde est l'expression d'une vérité et tout dépend finalement dans quel éclat de miroir on a envie de se regarder. Personnellement, je me remets tout le temps en question. Je cherche toujours à confronter mes positions et ma perception et ma lecture des événements à d'autres opinions. J'ai aucun problème à me tromper et à reconnaître que je me suis trompée. Pour moi, la vie, c'est avoir la possibilité d'exprimer la meilleure version de soi au quotidien, dans notre interaction avec les gens, avec les éléments, avec la nature. La vie, c'est juste de s'abandonner à ce qui est, ici et maintenant, dans le moment présent, et d'y trouver les opportunités de se bonifier et d'exprimer le meilleur de soi-même. C'est de se réveiller le matin avec son amoureux et de lui dire merci d'exister. La vie, c'est d'observer le vol d'un papillon, comme celui-ci là maintenant, et de dire merci. La vie est faite de ces tout petits instants miraculeux qui surgissent devant nos yeux et pour lesquels je dis merci. Chaque souffrance est un petit caillou sur le chemin vers la lumière. Et donc, c'est chaque fois un cadeau. Que ça soit quelque chose d'agréable ou de désagréable, tout est un cadeau. C'est pour ça qu'on parle du moment présent, parce que le moment présent est un présent, qu'il soit en ombre ou en lumière. Tout est cadeau, en fait. Construire son bonheur, c'est déconstruire tous les petits personnages en soi qu'on a validés au cours de son existence. Tous les petits saboteurs, qu'ils viennent de notre généalogie, de nos lignées familiales, de notre éducation. Une fois qu'on a enlevé tous ces petits bonshommes, qu'est-ce qui reste? Il reste la grâce. Et la grâce, c'est le pouvoir total à créer sa réalité au plus près de ce qui nous fait vibrer. Et on revient à la joie. Il y a des outils, évidemment chacun après a ses outils pour déblayer ces petits monstres que l'on porte en soi. Un des outils bien sûr, c'est les constellations familiales que je pratique aussi. Donc travailler sur sa psychogénéalogie, sur ses mémoires familiales, de sorte à ce qu'on ne reproduise pas des comportements puis des schémas de nos ancêtres. Ça c'est très important.
Et puis, bien sûr, mettre en place des petits rituels au quotidien. Des petits instants qui nous mettent en joie, où on arrête le mental et on se dit, bon, là, je suis ici maintenant et je me fais plaisir. Alors, moi, par exemple, à 10h10, c'est le petit café. C'est l'heure où les aiguilles sont en forme de sourire. Et je fais un vœu. Et je me relie à moi-même et je dis, est-ce que je suis bien en phase avec ma vie? On est dans de l'ouverture. Si vous faites 8h20, ben ça tire la gueule. Un autre rituel, évidemment, c'est la balade avec mon chien. C'est Lovski, mon maître, en ce sens que c'est lui qui me sort 3 fois par jour pour me relier à la nature et me ressourcer. Et puis, un troisième rituel, c'est au moins une fois par jour, je fais plaisir à quelqu'un. Ma prière, elle se traduit dans mes actes au quotidien. La spiritualité, pour moi, c'est une hygiène de vie, c'est une attitude, c'est une posture que l'on a avec soi et avec les autres. C'est mettre en pratique ou mettre en mouvement les valeurs qui m'habitent. En étant dans de la bienveillance, mais aussi dans de la fermeté. Et ça, pour moi, c'est très important qu'être dans de la foi et de la spiritualité, c'est-à-dire être dans l'amour pour son prochain, ne veut pas dire nécessairement être passif, être bisounours, encaisser les coups et puis ne rien dire, ou surtout ne pas critiquer, ou surtout ne pas dénoncer. Une grande leçon de vie que j'ai intégrée, je crois, c'est d'arrêter de vouloir sauver le monde et de vouloir sauver les autres. Je pense que la plus belle manière d'aider quelqu'un qui est en souffrance ou qui traverse une épreuve, c'est bien sûr de lui donner de l'empathie, mais c'est surtout ne pas chercher à résoudre le problème à sa place. Et j'ai constaté la même chose dans l'humanitaire. Quand on veut trop venir en aide et amener de l'assistance humanitaire, on contribue à placer les bénéficiaires dans notre dépendance. Les bénéficiaires restent dépendants de l'aide humanitaire au lieu de trouver par eux-mêmes les ressources pour régler leurs problématiques et les conflits qui les divisent, parce que tout le monde a cette force en lui par naissance. Le monde de demain que j'aurais envie de dessiner, eh bien, finalement, ce serait une page blanche. C'est-à-dire un monde où chaque être humain a transcendé son personnage. C'est quand on est dans le personnage qu'on reste enfermé d'une certaine manière de la matrice ou de cette roue du hamster qui nous enferme dans de la souffrance. La matrice, c'est une prison de croyances et de conditionnements, à la fois individuels et collectifs. Et donc, quand l'humain, à commencer par moi, évidemment, se sera totalement désidentifié de ses histoires, de ses personnages, de ses étiquettes, de ses croyances, quand il sera libéré de ses conditionnements, normalement, il devrait être pur amour, pure lumière, pure vacuité ou pur non manifesté, ou pur créateur d'une réalité infinie et éternelle. Et ça, on ne peut pas la décider. C'est pour ça que je la vois sous la forme d'une page blanche, ce qui est en fait le point de départ de la création. Mais chacun deviendra réalisateur de sa propre toile. On va promener. Viens, on va promener.
Je ne crains absolument pas la mort parce que je ne crois pas à la finalité de l'esprit. Je pense que nous sommes des êtres éternels, éternellement aimants, éternellement créateurs et que l'univers et le cosmos est un vaste champ d'expérience extraordinaire et en tant que journaliste, j'ai hâte d'aller faire des enquêtes et des investigations au-delà du système solaire et de m'amuser à explorer d'autres univers, d'autres mondes, d'autres réalités, d'autres civilisations. C'est une grande aventure de l'âme, c'est fantastique. Merci beaucoup d'avoir regardé ce film. À travers ces histoires humaines et inspirantes, notre objectif est de partager et de transmettre une vision positive du monde. Et c'est grâce à vos généreuses donations que nos films peuvent être réalisés. Et nous vous en sommes très reconnaissants. Si vous souhaitez nous soutenir à votre tour, vous pouvez le faire en cliquant sur les liens en description. À bientôt pour notre prochaine histoire et merci encore. Un grand merci à vous. Si je devais me caricaturer, me dessiner, je serais un bouffon du roi. Ce personnage, je l'aime profondément. C'était son conseiller de l'ombre, mais par l'humour et la conscience. Et si je devais me dessiner comme un objet, je serais une bombe d'anniversaire. Avec plein de lunettes et des moustaches et des faux nez. Et des pétards et des plumes et tout ce que vous voulez. Parce que c'est le fameux yin et yang, il n'y a pas de lumière sans obscurité, et puis il n'y a pas d'obscurité. Si, il y a de l'obscurité sans lumière. On l'a refait. Bullshit Isabelle, on l'a refait. Bon, qu'est-ce que je disais là? Oui, ben voilà.